Bienvenue à tous à ces premiers numéros de ces podcasts. Je suis Juna Sambil Mavungu, entrepreneur et activiste. Alors nous sommes là pour parler d'une problématique très importante sur la lutte contre le traite de personnes. Sur ces plateaux, les personnes très importantes pour cette lutte. Madame Chantal Yeli-Moulop, coordonnatrice du service spécialisé du chef de l'État, en charge de la jeunesse, lutte contre les violences faites à la femme et traite de personnes. Monsieur Patrick Bosengue, Maître Matondo, Monsieur Jade et Monsieur Anthony. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, Madame Chantal, oui. Je pense que je vous ai bien présenté. Oui. Bien que vous avez beaucoup de charges à travers votre agence. Oui. On est en train de présenter la traite de personnes comme étant une problématique qui touche la sécurité nationale. Oui. Qu'en est-il réellement, madame? Qu'est-ce que je peux dire? Ce que vous allez entendre n'est pas un récit, premièrement. C'est une alerte nationale. C'est des vérités que l'on tait trop souvent, on n'en parle pas souvent. On peut même dire que c'est une guerre qui se joue sans armes, une guerre qui est invisible. Mais au-dessus de tout ça, c'est un problème de sécurité d'État. C'est au-dessus même de tout ce qui est droits humains. Parce qu'il menace silencieusement, mais avec beaucoup de profondeur contre la souveraineté de notre pays. Et on ne se rend pas compte. Alors, madame, quels sont les différents visages de la traite? La traite a plusieurs visages. Oui. Elle peut en avoir 1000. On peut par exemple parler d'un enfant de 13 ans qui vit dans un village et puis les parents décident de le faire épouser à un vieux monsieur de 70 ans. Mariage précoce. C'est de la traite. C'est encore une monnaie courante à l'intérieur du pays surtout. Même ici à Kinshasa. Ok. Même à l'étranger. Okay. On a des familles qui font des mariages arrangés à l'étranger, mais heureusement, à l'étranger, il y a beaucoup de contrôle avec l'âge des enfants. On a des garçons. Souvent, on a des petits garçons qui travaillent dans les mines, dans les katangas et tout ça, et qui travaillent des journées, et on ne les paye pas. Il y en a même qu'on prend, parce qu'avec leur taille, on les met dans les petits trous pour aller chercher des minerais. Oui. Et ils sont exploités, travail forcé, c'est de la traite. On a aussi, souvent, maintenant, ça c'est la monnaie courante, des jeunes garçons, des jeunes filles, qui reçoivent des appels WhatsApp avec des offres d'emploi au Nigeria, au Cameroun, au Kyrgyzstan, au Bénin, oui, au Liban, à Dubaï. Et quand ils arrivent là-bas, on les arrache leur passeport, ils ne peuvent plus travailler, ils travaillent comme domestiques, ils sont exploités, ils n'ont pas d'argent, on ne les paye pas, on ne les nourrit pratiquement pas, ils travaillent 24 heures sur 24. Et là? Quand ce sont des Congolais, nous sommes concernés. Exactement. Et nous devons agir au plus vite possible. Nous avons surtout dans les camps des déplacés, on en parle peu. Camps des déplacés, nous avons des enfants, des bébés qu'on vient arracher dans les familles ou des enfants qu'on utilise par les milices pour pouvoir transporter des armes où on les déplace dans d'autres régions et on les exploite. On ne parle pas beaucoup de problèmes d'organes, des ventes d'organes. Si on n'en parle pas, c'est le seul pays dans toute la planète Terre où il n'y a pas de vente d'organes, et ce qui est impossible. Oui. Parce que pour faire des ventes d'organes, ça prend seulement un petit espace. Ici, là, on peut créer 3 hôpitaux, 3 salles d'opération dans cet espace ici. Et on prélève les organes. Et c'est facile de faire partir des organes. Très facile. Un jet privé arrive à Kinshasa et puis ça prend l'organe et puis ça repart. Les organes les plus souvent pris à travers le monde, c'est le cœur et le rein.
on a beaucoup de cas de kidnapping qui ne sont pas justifiés. On avait eu, et à un moment, il y a eu des arrestations, il y en a moins maintenant. On remercie les services de police. Mais c'est surtout ça qu'on doit regarder. Nous avons aussi l'exploitation sexuelle. Ouais. Il y a plusieurs centres d'exploitation sexuelle. Je m'excuse d'utiliser les mots. Les bordels. Les proxénétismes. Si vous voulez utiliser des grands mots pour que les gens qui ne comprennent pas tout le français ne se posent des questions, mais moi je veux dire, on dit bordel. Et là, vraiment, il y a l'exploitation. Ça fait aussi partie de la traite des personnes. Il y a plusieurs exemples. Alors, madame, à ce niveau-là, j'aimerais bien prendre aussi les avis des autres. Maître Matondo. Alors, à l'égard de ce que madame vient de dire, qui prévoit la loi? Déjà, ce qu'il faudrait savoir, c'est que dans la constitution de notre pays, il y a dans son article 16, la loi parle de la sacralité de la personne humaine. Donc, cette infraction touche à ces principes-là. Exactement. Donc, la vie humaine est sacrée, la personne humaine également, elle est sacrée. Et là, c'est du point de vue fondamental, parce que la Constitution est une loi fondamentale, du point de vue spécial, parce que les pénalistes disent que les spéciales dérogent au principal. Exactement. Voilà. Nous avons la loi depuis 2022, la loi numéro 22, je lis. Hein. Sans problème. Ouais. Si cela ne vous dérange pas, vaut mieux être précis. Oui, exactement. Voilà. Oui. Alors, c'est la loi numéro 22, 067. Du 26 décembre 2022, Exactement. Modifiant et complétant les décrets du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais en matière de prévention, de répression de la traite de personnes. Maître, une précision. Voilà. Donc, avant 2022, il n'y avait pas de disposition dans ce sens-là. Non. Avant 2022, il n'y avait pas de loi. Déjà, ce qu'il faudrait dire, c'est une avancée énorme en cette lutte, parce que avant 2022, nous utilisions autrefois des lois parallèles, c'est-à-dire on rassemblait des infractions de gauche à droite. Des lois connexes. Voilà, des lois connexes qu'on trouvait, par exemple, pour le cas de travaux forcés, qu'on trouvait dans le Code du travail, pour la prostitution forcée dont madame a évoqué tout à l'heure. Nous le trouvons dans la loi portant violence faite à la femme, la loi de 2006. Et toutes ces infractions-là, que je peux dire des infractions parallèles, maintenant dans les cadres de la traite de personnes, parce qu'on n'a pas supprimé, si on doit les dire, on n'a pas supprimé, mais sauf que il y a, en droit, on appelle ce qu'on appelle l'objet, les éléments constitutifs d'une infraction. Il y a l'élément matériel, l'élément moral, ainsi que l'élément légal. Vous allez voir que c'est peut-être la même infraction, mais les éléments constitutifs diffèrent. Okay. Voilà. Dans les cadres de la loi de la prostitution forcée qui s'y trouve dans la loi de 2006, par exemple, vous allez voir que ce ne sont pas les mêmes éléments constitutifs de l'infraction qu'on appelle traite de personnes. En ce sens que, pour parler de la traite de personnes, il doit y avoir certains éléments que M. Patrick va évoquer tout à l'heure et que je cède directement la parole, si vous le permettez. Bien sûr. M. Patrick, quels sont les éléments en question? Et j'aimerais que vous preniez aussi un autre aspect lié à la famille, le rôle de la famille par rapport à tout ça. Bon, merci pour la question. Je pense qu'aujourd'hui, pour parler de la traite des personnes, selon sa définition, je vais vous reprendre carrément la définition telle que c'est défini partout sur la planète Terre, que vous soyez chinois, nous définissons nous tous la traite des personnes de la même manière. Donc la traite des personnes désigne le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil des personnes par la menace, le recours à la force ou à d'autres formes de contraintes, par enlèvement, par la fraude, par la tromperie, l'abus d'autorité ou par l'acceptation des offres ou des paiements d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation. Alors, nous comprenons par là que dans cette définition, nous avons 3 dimensions. Il y a des actes posés par une personne sur une autre. Donc on recrute quelqu'un, on le transporte, on le transfère. Et à part les actes qu'on pose, il y a des moyens qu'on utilise. On utilise la force,
on utilise la tromperie, l'abus d'autorité et après ces moyens, ou même la ruse. La ruse par exemple, et après tout cela, on a une seule finalité, c'est l'exploitation. Donc exploiter quelqu'un. Exactement. Voilà. Et il y a plusieurs formes d'exploitation, c'est que Madame Moulop a déjà cité ici. Nous avons l'exploitation sexuelle, nous avons la mendicité forcée, nous avons le travail forcé. Tout cela nous ramène à l'exploitation d'un homme par un autre homme. Alors, Madame Chantal, Monsieur Patrick vient de donner quelques détails de la procédure de la traite. Ce qui fait qu'il faut prendre la victime, il faut transporter. Au regard de tout ça, sûrement, il y a un réseau. Vous devez savoir que la traite régénère à travers le monde plus de milliards de dollars. Des milliards de dollars, parce qu'il y a des réseaux qui sont là, des personnes extrêmement puissantes. Il y a des réseaux de trafiquants de drogue. Il y a des réseaux de fétichistes, qu'on pourrait dire, ceux qui font tout ce qui est magie noire, rituel. On a des réseaux de trafic d'armes. Et c'est à travers ces grands réseaux qu'on retrouve beaucoup plus les problèmes de traite. Mais ça peut aussi être des simples petits réseaux organisés où les jeunes se disent, bon, on va commencer à kidnapper les gens et puis les exploiter. Oui, les exploiter de différentes manières. Il y a des réseaux, surtout pour les enfants qui mendient dans les rues. C'est tout un réseau. Les réseaux que vous voyez avec les personnes aveugles, ce sont des réseaux. Ils exploitent les personnes aveugles. C'est pas parce qu'ils sont avec un petit jeune qui est leur fils. Madame, il y a l'exploitation. Sans pourtant vous interrompre. Oui. C'était hier. Oui. Il y a un communiqué du ministère provincial de la Santé qui a interdit l'utilisation de malades pour quémander à la rue. Sur les routes. Je pense que c'est une autre forme de traite. C'est de la traite. Oui. C'est de la traite aussi, parce qu'ils exploitent ces personnes handicapées. Ils le faisaient aussi avant, ils faisaient ça avec des envoyés à Brazzaville pour qu'ils puissent venir aller acheter de la marchandise et venir vendre ici en RDC. Parce que ces gens, la facilité de traverser, sans contrainte, sans coût à payer. Oui, ce sont des formes de traite. Ok. Alors, Madame Chantal, ça fait toujours un plaisir de vous avoir pour parler de toutes ces affaires, notamment la traite et le trafic, ce trafic d'organes, trafic sexuel aussi, qui restent des affaires qui font beaucoup jaser. Alors, moi, je voudrais aller sur le côté information. Est-ce que c'est pas ces jeunes-là qui sont sous-informés du coup, peut-être aussi le manque d'emploi qui favorise cette facilité à ce que ces jeunes puissent s'adonner à ça? Absolument. C'est pas seulement des jeunes, c'est des jeunes, des femmes, des hommes, des personnes âgées. Ça peut être une personne de 70 ans. C'est le manque d'information. Parce que parfois, les choses ils pensent que c'est normal. Comme le mariage forcé. Dans les villages, ils pensent que c'est normal, mais il faut l'éduquer. Il faut faire de la prévention. Il faut communiquer pour que les gens sachent que ce qu'ils font est mal et qu'ils risquent d'être condamnés à plus de 20 ans de prison. Il faut moins informer. C'est pour ça que le fait d'avoir ce podcast et de vulgariser, à partir de maintenant, on va en avoir beaucoup, va permettre à notre jeunesse, parce que c'est surtout eux qui sont les plus grandes victimes, qui sont vulnérables, et aux femmes, et les femmes aussi, de savoir ce qui se passe. C'est que quand quelqu'un vous exploite, directement, il est condamné. Mais pourquoi, pourquoi maintenant? C'est pas que pourquoi maintenant, c'est depuis 2019 qu'on en parle. Et maintenant que on a la chance que Buzz FM nous offre les espaces, ça nous permet de pouvoir venir en parler. Et étant donné que ce ne sont pas des sujets politiques, ce sont des sujets humanitaires et de protection de l'humanité, on en profite
de cette bonne collaboration qu'on a avec Boss TV. Heureusement qu'on est vu aussi. Voilà. On peut déjà prophétiser TV. mais de l'autre côté, Madame Chantal, je pense que vous êtes mieux placée pour nous rassurer. Tout autant que ce phénomène prend de l'ampleur, il y a beaucoup plus de réseaux. Vous avez d'ailleurs parlé de diverses formes de ces réseaux. Comment est-ce que dans l'autre sens, l'État s'organise pour éradiquer justement ce fléau? L'assurance, c'est que le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec qui je travaille, en a fait son cheval de bataille. À son arrivée au pouvoir, en 2019 déjà, il a nommé une agence pour s'occuper de tout ce qui est traite de personnes. L'agence a fait un travail colossal. C'était avec Madame Cécile Meta. On était au niveau qu'on appelait ligne rouge. C'est-à-dire on était extrêmement bas. La situation de la traite en RDC, c'était catastrophique. Elle a pu travailler pour élever le niveau de l'État congolais, pour qu'on se retire petit à petit de cette ligne, de cette classification. De la zone rouge. De la zone rouge. On est classé par le département d'État américain et les Nations Unies. Et là, on a pu faire sortir une loi en 2022. Et depuis 2022, le pays est stabilisé au niveau 2. Nous, on essaie d'arriver au niveau 1 et puis au niveau 0. Et puis là, on ne parlera plus de la traite en RDC. Arriver au niveau 2, c'est très, très difficile. Ce n'est pas seulement... tout le monde pense que c'est facile, non. Il y a des pays qui sont extrêmement développés dans le monde, comme les États-Unis, je ne pense pas qu'ils sont au niveau 2. Et nous, en RDC, avec le travail que nous faisons avec la coordination, avec mon équipe, mes collaborateurs, on est arrivé 2 fois à stabiliser l'État. Et on a été félicité plusieurs fois par différents pays, par les Nations Unies, par les États-Unis. Parce que si on diminue, ça je vais laisser Patrick vous expliquer un peu, si on descend du niveau 2, on descend au niveau 3, ça risque d'être catastrophique pour le pays. Quand on dit catastrophique, y a-t-il des sanctions? Il y aura des sanctions, la coopération va devenir très difficile, on est dans un état de guerre, on aura des problèmes pour importer des armes, ça va être extrêmement difficile. On aura des problèmes pour avoir des fonds de la BAD, on aura des problèmes pour avoir une bonne collaboration avec les États-Unis. C'est pour ça qu'il faut regarder la traite comme étant un problème de sécurité d'État. Mais je pense que Patrick peut un peu expliquer un peu plus. Alors, mais c'est Patrick, prenez directement le relais, si niveau possible. 1, niveau 2, niveau 3. Voilà. Alors, mais c'est Patrick, vite fait, vous allez aussi éclaircir un peu par rapport au niveau 1, 2, 3, vite fait, et puis après, vous pouvez continuer. Pour mieux expliquer, donc je veux revenir même à l'historique. Exactement. Madame Oulop nous a parlé depuis 2019 que par la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que la République démocratique du Congo est en train de mener une lutte assez efficace contre la traite des personnes. Mais la République démocratique du Congo est signataire de la Convention des Palermes pour réprimer et combattre la traite des personnes depuis 2000, l'année 2000. Mais voilà, alors, 19 ans si après. Si je comprends bien. Maintenant, voilà. La convention a été signée en 2000. Oui, exactement. Et c'est en 2019 qu'on a eu une agence spécialisée pour combattre ces fléaux. Et c'est en 2022 qu'on a une loi. 22 ans après. Je pense que tout cet écart a influé aussi sur notre position dans ces zones. Oui, effectivement. Oui. Effectivement. Alors, on a une loi, je crois qu'on a un élément qui peut nous emmener à... Alors, donc, les pays qui sont au niveau 3... sont considérés comme des pays signataires de cette convention, mais qui ne fournissent aucun effort. Aucun effort. Même une agence, ils n'en ont pas. Pour lutter contre donc pour eux, c'est une situation normale. Une situation, c'est-à-dire que vous avez juste fait la formalité d'être signataire de cette convention. Et puis il n'y a pas les efforts. Mais vous ne fournissez aucun effort, vous ne menez aucune action. Avec la vision éclairée du chef de l'État à ce sujet, on a eu la création d'une coordination qui était une agence au début, qui combat cette traite. Et pour être au niveau 3, il faut ne fournir aucun effort. Mais nous, maintenant, nous sommes passés au tiers 2. Et au tiers 2, vous êtes un pays qui, avant même d'arriver au tiers 2, il y a un tiers 2
watch list. Donc, c'est-à-dire vous êtes sur une liste d'observation. Ouais. Là, vous commencez à fournir quelques efforts, mais qui ne sont pas très considérables. D'accord. Alors, on a passé ce cap. Et aujourd'hui, nous sommes au tiers 2 des pays considérés comme ceux-là qui fournissent des efforts très importants pour pouvoir lutter contre la traite des personnes. Oui. Donc, vous voyez vraiment d'où nous venons et où nous sommes arrivés. Et aussi, ce n'est pas gagné, c'est-à-dire que si en une année, vous êtes passé au tiers 2 et que l'année en cours, vous ne faites aucun effort, aucune action, pas d'acquis. Vous pouvez retourner au tiers 3. Alors, nous, pour maintenir 3 ans durant consécutivement le tiers 2, ça a demandé beaucoup d'efforts de la part de la coordination, Madame la coordonnatrice qui tient toujours les rênes. Donc, nous avons fait beaucoup d'efforts et maintenant, elle vise qu'on atteigne le tiers 1 des pays qui sont considérés comme ceux-là qui prennent à bras le corps cette lutte pour pouvoir améliorer de plus en plus les conditions de lutte contre la traite des personnes. Alors, rapidement, madame, nous allons prendre les statistiques. Parce qu'il est vrai, il y a eu un travail depuis 2019 jusqu'à présent, depuis 2022, depuis que la loi est là. Quelles sont les statistiques? Je vais aller vraiment en résumé. Oui. On peut dire qu'il y a à peu près 50% des victimes sont des enfants. 70%, ce sont des filles et des femmes. Et l'année passée, on a eu combien à peu près, Patrick? Le nombre des femmes victimes? Oui. On est passé à plus de 1300 femmes qu'on a à travers la République. À travers la République, effectivement. Mais ce sont des cas qu'on a documentés. OK. C'est-à-dire des cas, des personnes qui ont eu le courage de se présenter. Des cas qui ont été recensés. Voilà, documentés par la coordination et confirmés par le ministère des Affaires sociales, puisque nous travaillons dans une commission technique. Exactement. Et avec la DUAS, nous avons effectivement confirmé que c'est un cas de traite. Mais il faut noter qu'il y a plusieurs cas qui ne sont pas documentés, où la victime ne s'est même pas présentée pour porter plainte, où aucune personne dans la société n'est venue alerter au niveau de la coordination qu'il y a des victimes à tel ou tel autre endroit pour que ces dernières bénéficient d'une assistance. Alors, madame, vous pouvez continuer avec les statistiques. Il nous reste, je pense, 5 minutes. On va prendre 7 minutes. On a encore 2 minutes. Oui, on va prendre le statistique et puis nous allons parler du 4P. Rapidement. Je pense qu'on peut aller dans les 4P parce que M. Patrick en a parlé. Oui. Dans les 4P, premièrement, avant même d'arriver là, vous devez savoir que j'arrête pas de le dire, c'est un problème de sécurité d'État où le ministère de l'Intérieur doit vraiment être impliqué, la police nationale, le DGM, l'ANER, la CNS aussi doit être impliquée et la coordination de cybersécurité doit aussi s'impliquer. C'est vraiment très important. Dans les 4P, nous parlons de la prévention, de la protection et de la poursuite et partenariat. Et nous, maintenant, on a ajouté un autre qui est le cybertraite. Dans la prévention, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. On prévient les gens, on en parle. Sensibilisation. Et dans la protection, c'est-à-dire quand on a les cas, il faut que les cas viennent vers nous. Parce que tout le monde peut parler de la traite, mais vous mettez les gens en danger. Ouais. C'est ça qu'on est en train d'essayer de dire à tout le monde. Quand vous avez des cas, amenez les cas chez nous. Ne les collectionnez pas comme si c'était des trophées. Non. Amenez chez nous parce que nous, on va les mettre en protection. Mais quand on les met dans la protection, ils sont directement liés dans notre... comment on appelle ça? Base de données. Pas base de données, de référencement. Dans le référencement, Dans le référencement, on travaille avec le ministère des Affaires sociales. Et le ministère des Affaires sociales, maintenant... va les mettre dans un centre ou bien on va les suivre par un sociologue, peut-être un psychologue, et de là, on pourra voir si ce sont des cas de traite et voir comment est-ce qu'on peut les aider. Et les aides sont, avant nous avions des aides, des kits pour eux, quand ce sont des enfants plus jeunes, on les place dans une famille ou alors on les met dans une école. Et puis après, il y a la poursuite. On a des avocats, chez nous, notre coordonnateur adjoint, c'est un avocat général. On a des procureurs chez nous, le procureur PAMI qui est avec nous, et on travaille avec le procureur général de la RDC, on travaille avec la police nationale, on travaille avec le ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires étrangères. C'est pour ça qu'il faut amener ça vers nous, et nous on sait comment on peut régler. Comme ceux qu'on a attrapés au Nigeria.
S'ils venaient vers nous, Oui. on allait travailler avec l'Interpol de Nigeria, directement, l'ambassade de la RDC au Nigeria et le gouvernement du Nigeria pour pouvoir aider. Parce que nous, on a cette force, on a l'appui du président de la République pour travailler là-dessus. C'est à peu près ça. Alors, madame, traite... C'est d'ailleurs ce qui rassure aussi que les victimes peuvent bénéficier d'une sorte de, on va dire, d'accompagnement. Oui. Oui. Mais absolument. madame, il y a aussi des ONG quand même qui livrent ces mêmes combats. Oui. Est-ce que l'État vient en appui à ces organisations? Ce Quand on sont parle des de ONG. partenariat. On parle de partenariat. Ils doivent s'aligner avec nous. S'ils veulent être partenaires avec nous, il y en a qui sont avec nous. Et on a les ONG, on a nos partenaires, on a les ONG, le système des Nations Unies, l'ambassade des États-Unis. L'armée du Salut. L'armée du Salut fait quelque chose de merveilleux. L'armée du Salut fait quelque chose de merveilleux parce que depuis plus de 30 ans, l'armée du Salut s'est concentrée carrément sur la traite des personnes. Alors, madame, traite et guerre. Oui. Une alliance diabolique. Oui. Absolument. Dans les zones de conflit, la traite est utilisée comme l'arme de guerre, si vous voulez. La traite est devenue l'arme la plus puissante parce que, avec tous les déplacés qu'on a, il y a beaucoup d'enlèvements qui se font dans les camps de réfugiés ou bien même dans la brousse. On enlève les enfants, les femmes et tout ça et tout. C'est-à-dire que là où il y a le conflit, chaque fois qu'il y a un conflit, les gens fuient. Il y a une fuite. Les gens fuient. Et quand les gens fuient, ces gens-là deviennent vulnérables. C'est le fait d'être vulnérable. Le fait d'être vulnérable, il y a des prédateurs qui voient ça. Ce sont ces prédateurs-là qui sont les bourreaux. Ce sont ces prédateurs-là qui commettent les infractions de la traite. Oui. Alors, madame, on est presque à la fin. Oui. La conclusion, un message. Un message tout simple. Il y a un numéro vert qui s'appelle le 122. 122. C'est un numéro gratuit dans les 26 provinces, dans les 183 circonscriptions. C'est gratuit. Les personnes qui vivent des cas de traite, ils appellent à ce numéro-là. Une fois qu'ils ont appelé dans ce numéro-là, ils sont directement pris en charge. Et la prise en charge peut aller jusqu'à une prise en charge juridique gratuite. Mais on a besoin de pouvoir appeler et de pouvoir dénoncer. C'est dénoncer qui est très important. Mais aussi, on a dans notre partenariat, M. Djumbe, qui a un compte Facebook où il peut récolter tous les problèmes de traite. Et il travaille aussi avec Rancia, qui sont nos partenaires. Et avec ça, on peut, une fois qu'ils ont récolté, ils peuvent nous envoyer et nous, on peut continuer à prendre la prise en charge pour ces gens-là. Il faut vraiment dénoncer. Sans dénonciation, ça va être très difficile. Merci Madame Chantal, merci Maître Matondo, merci Monsieur Patrick, merci Anthony, merci Jade. Ah, c'est corrigé maintenant. C'est plus messieurs, ça fait trop cliché. On se retrouve pour le prochain numéro. Chers frères et sœurs, restez indifférents par rapport à ce qui s'est passé, être complice. Moi, je suis entrepreneur, mais je me suis décidé de mettre ma force pour lutter contre ce fléau. À ces moments où nous sommes en train de parler ici, il y a de nos frères et sœurs qui se retrouvent au Nigeria, au Ghana, au Koweït, partout dans le monde, qui sont privés de la chose la plus importante au monde, qui est la liberté. Alors, grâce à l'effort que nous pouvons consentir ensemble, c'est possible d'éradiquer ces fléaux. Merci beaucoup.